On commence donc avec toi, Jérôme, avec une chronique qui s'intitule Jeu d'architecture, bâtir sans architecte. Oui, et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai mis un S architecte, alors que s'il n'y en a pas, j'ai envie de. S'il y en avait, il y en aurait certainement plusieurs, donc on va laisser le doute. Alors, dans son traité De Architectura, l'ingénieur romain Vitruve établit trois qualités essentielles qui doivent définir toute œuvre architecturale. La firmitas, la solidité, et là, c'est les références à l'architecture égyptienne, pyramide solidement bâtie. La Vénoustas, la beauté, et là on fait plutôt référence dans l'idée de Vitruve bien aux apports grecs autour de voilà des magnifiques temples avec péristyle, et l'utilitas, donc l'utilité, la fonctionnalité, et là on retrouve plutôt le pragmatisme romain. Alors ces principes, firmitas, utilitas, venustas, qui guident la conception des bâtiments depuis l'Antiquité, sont pourtant largement oubliés, selon moi, dans les jeux qui se revendiquent de l'architecture. Car, à y regarder de plus près, ce qu'on qualifie de jeu d'architecture est souvent un abus de langage. On parle plutôt de jeu de gestion urbaine ou d'aménagement territorial et non de la véritable science de l'espace et des volumes. Alors pourquoi les jeux passent-ils à côté de ce qui fait, à mon sens, l'essence même de l'architecture? Quel biais, au pluriel, façonne notre manière de concevoir et de représenter la construction ludique? Essayer de parcourir toutes ces questions. Alors, dans la majorité des jeux dits d'architecture, l'attention se porte principalement sur l'organisation de l'espace urbain, c'est-à-dire sur l'urbanisme, et non sur l'acte architectural au sens propre. Des titres comme Quadropolis, Big City, Skyrise ou Suburbia demandent aux joueurs de placer des bâtiments dans un environnement en respectant des critères d'aménagement urbain, proximité des infrastructures, optimisation des contextes, des connexions. Toutefois, ces jeux ne s'intéressent pas à la nature même du bâtiment, à sa forme, à sa matérialité ou à sa mise en lumière. Construire un gratte-ciel, une école ou une centrale électrique devient une affaire de scoring ou de positionnement spatial sans réelle considération pour des véritables éléments architecturaux. D'autres jeux comme Cities Skyline, qui est une adaptation du jeu vidéo, ils vont plus loin dans la simulation urbaine en intégrant des éléments liés à la gestion des ressources et au flux de circulation. Pourtant, là encore, on est plus proche du génie civil, du BTP et de la planification macroéconomique que de l'art de concevoir des bâtiments. L'architecture y est réduite à des fonctions et à des icônes fonctionnelles, sans questionner ce qui rend un bâtiment unique. Un autre biais frappant dans ces jeux est leur vision souvent rigide et zonée de l'urbanisme, généralement organisée en quadrillage, inspiré du plan hippodamien. Vous savez, Hippodame de Millet qui avait fait le plan de Rome et qu'on va retrouver dans toutes les créations nouvelles. Les villes américaines, et par excellence, sont structurées autour de cette alternance de lignes orthogonales les unes aux autres. Et donc, on a une inspiration très forte à faire des villes à l'américaine où tout est plat, où tout est dans une espèce de négation de la nature. San Francisco, c'est un bon exemple. Généralement, c'est la base de tout aménagement urbain. Quand il y a une pente, eh ben, on serpente. Sinon, bah, ça fait des poursuites à la boulite, mais c'est bien, mais globalement, c'est pas une très très bonne idée. Bah, on a un peu ça dans les jeux. Tout est en fait rigidifié. Et cette structure-là, elle est bien adaptée à la logique ludique. Ça simplifie la gestion des espaces, ça permet une lecture rapide du jeu, mais ça occulte vraiment la diversité des formes urbaines et des approches architecturales. Dans Carcassonne, les villes se construisent par juxtaposition de tuiles, sans véritable logique, une fois de plus, logique architecturale. Dans Between Two Cities, chaque joueur doit optimiser son aménagement en plaçant des bâtiments selon une grille qui est vraiment très très stricte. Foundation of Rome, d'ailleurs un très bon jeu, par ailleurs, mais c'est un des rares jeux qui intègre des bâtiments en trois dimensions. Et ça met néanmoins uniquement en avant l'accent sur l'expansion urbaine plutôt que sur l'expressivité architecturale des édifices. Ces jeux, hein, ça perpétue une idée héritée de tous les jeux qu'on appelle les city builders, comme évidemment la série des SimCity, des quartiers distincts, des tours de verre imposantes et une vision segmentée de la ville, sans questionner la pertinence de ces choix. On crée énormément de ségrégation, ce faisant d'ailleurs de façon sous-jacente. Dans la vraie vie, comme quand on le fait, on voit bien ce qu'a fait les années 60, ce qu'ont fait les années 60 et 70 d'urbanisme en France avec ces projets de zones déconnectées les unes des autres. L'un des paradoxes les plus frappants de ces jeux est l'absence d'une réflexion sur la mise en volume et en lumière des bâtiments. Un architecte ou une architecte travaille la spatialité, la perception des masses,
le jeu d'ombre et de lumière qui transforme un édifice en une œuvre sensible. Là, je renvoie vraiment à ce que j'appelle mes maîtres. Je ne suis pas architecte, mais ceux qui, quelque part, construisent pour moi toute mon admiration pour cet art majeur. Pierre Charot, regardez La Maison de Verre. Victor Horta et tout ce qu'il a pu, si vous allez à Bruxelles, tout le monde va à Bruxelles en ce moment, j'ai l'impression, mais allez visiter Victor Horta et de voir à quel point la lumière est centrale dans son travail, ou encore Toyo Ito pour de l'architecture plus contemporaine, postmoderne. Donc la dimension, elle est soit absente, soit limitée à une représentation schématique. Dans les jeux vidéo, donc Arthur pourra détailler davantage, mais Minecraft, je trouve, est un cas à part, parce que malgré son esthétique pixelisée très rudimentaire, ça permet aux joueurs vraiment d'aller expérimenter la volumétrie, les matériaux, et ça laisse une liberté architecturale rarement atteinte dans d'autres jeux, en particulier évidemment dans les jeux de société. Et dans les jeux vidéo, il y a plein de titres comme Anno 1800 ou Tropico. Ça reste un élément décoratif, une silhouette fonctionnelle au service d'un dessin généralement économique. Alors, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Architect Life. C'est un nom anglais, mais c'est un jeu français qui est produit, je crois, à Besançon. Et je suis très impatient de voir parce que là, j'ai l'impression qu'on va enfin explorer la réalité du métier dans ce jeu qui sort en juin, je crois, 2025. En jeu de plateau, donc, petit interroge la matérialité des bâtiments. On peut citer Santorini, un jeu qui est très abstrait, et il offre un aperçu de l'impact visuel d'une architecture construite en hauteur et en étagement. Mais dans l'ensemble, on construit avant tout, une fois de plus, pour de l'optimisation, rarement pour concevoir un espace habité ou une forme qui va susciter une émotion. L'architecture, si c'est un art, c'est que derrière, il y a un discours qui parle quelque part ailleurs qu'au porte-monnaie. Parce qu'en fait, le porte-monnaie, on peut le ranger ici. Finalement, ces jeux reflètent nos biais culturels et nos stéréotypes sur l'architecture. Une ville y est souvent perçue comme une juxtaposition de tours, de quartiers cloisonnés, d'infrastructures rationalisées, sans mixité, sans ancrage historique. Un bâtiment est fréquemment réduit à sa fonctionnalité, une seule fonctionnalité dans un bâtiment, sans interrogation sur son esthétique, son impact sensoriel ou son intégration dans son environnement. Cela montre que les jeux sont loin, loin d'être des simples divertissements, sont aussi des miroirs sur nos représentations collectives. En simplifiant la ville, en supprimant la question de la matérialité et de la lumière, ces jeux nous renvoient à une image épurée et rationnelle de l'urbanisme, bien éloignée, je pense, de la complexité et la richesse du travail des architectes. Alors, faut-il blâmer ces jeux pour leur vision réductrice ? Ou, globalement, il faut essayer de faire la tour la plus haute pour gagner. Parce que plus c'est haut, mieux c'est. Alors, il y a certains qui pensent ça. Je renvoie à Donald Trump. Vous n'avez déjà pas eu l'occasion d'écouter l'audio. On l'avait appelé en disant « Vous êtes à New York, il y a les World Trade Center qui vient de s'effondrer. » Et sa réaction, quelle est-elle ? Comme c'est un président et une personne de faible qualité, je le maintiens, sa première réaction a été de dire « Chouette, c'est la Trump Tower maintenant qui est la plus haute tour de Manhattan. » De Lower Manhattan. Et c'est bien. Mais quelque part, ça renvoie très certainement à la pensée la pensée sous-jacente de très nombreux jeux d'architecture où pour scorer plus de points, il faut aller le plus haut possible. Et il y a cette espèce de course un peu toxique à qui aura la plus haute. J'ai évité le piège. Alors, faut-il blâmer ces jeux pour leur vision réductrice ? Pas nécessairement. Mais je pense qu'il serait passionnant de voir émerger des jeux qui abordent enfin l'architecture dans toute sa complexité. Et je parle vraiment de jeux de plateau. Un dialogue entre espace, matière, lumière et usage. Un équilibre entre structure, fonction et esthétique. Où justement, j'imagine que les points de victoire sont peut-être pas les plus adaptés pour pouvoir identifier qui a gagné. À quand donc un jeu où je me permets de rêver, où on travaillerait la lumière sur une façade, une circulation de l'air dans un bâtiment ou la perception d'un espace au fil de la journée et suivant les différentes personnes qui l'habitent. Peut-être qu'un jour, l'architecture en jeu ne se limitera pas donc à empiler des tuiles, à aligner des blocs ou avoir la plus grande tour. Peut-être qu'un jour, elle deviendra réellement architecturale et s'alignera sur l'ambition du Corbusier qui disait en 1923 que l'architecture est le jeu, savant, correct et magnifique, des volumes assemblés sous la lumière. Merci Jérôme pour cette ode à l'architecture.